Bonsoir. Sur l'autre côté là-bas. Bonsoir Madame Majou. Non, il y avait obligé de se venir en avance. Je suis rentré. Place. J'ai un peu plus, je connaissais même pas lui, mais la vie a changé depuis l'été. Un peu, hein? Oui, oui, hein? Alors, bonsoir tout le monde. Merci à vous tous de vous être déplacés. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je serai votre modérateur ce soir. Je suis président de Génération Nationale, organisation de jeunes indépendantistes voués à la défense de notre identité nationale et au combat contre le multiculturalisme, cette idéologie canadienne vouée à notre minorisation, à notre folklorisation sur le long terme et même sur le court terme, de par le fait qu'il donne aux tribunaux des pouvoirs incroyables pour continuer de charcuter nos lois, dès que ces lois-là visent à dépasser un petit peu ce que le cadre canadien nous réserve. Le régime canadien a beau prétendre par certaines motions qui n'ont aucune portée juridique que nous sommes une nation dans un Canada uni. La réalité, c'est que lorsque le moment est venu de traduire cette culture-là, cette culture qui est précaire de par notre situation géopolitique, de la traduire en politique d'État, on voit bien que le régime est là pour nous dire quels pans de notre culture sont acceptables et quels pans ne le sont pas. Autrement dit, notre avenir comme nation, en plein processus de minorisation, ne sera jamais assuré dans le présent régime. Et cet avenir-là aussi en est un sans doute où on devra toujours se contenter, se complaire dans notre condition minoritaire et de la dynamique majoritaire-minoritaire qui rend la chose, à mon avis, qui est une situation politique constitutionnelle qui est indissociable de la question de l'identité nationale. Le débat identitaire, il est reparti de plus belle à l'annonce de la Charte des valeurs québécoises. Un débat que deux pseudo-intellectuels qui avaient été nommés par le gouvernement Charest pour éteindre un débat, le gouvernement Charest étant complètement vendu aux principes canadiens dans la matière. Donc le gouvernement Charest voulait éteindre le débat sur les accommodements raisonnables et a nommé les deux penseurs en sachant très bien ce qu'ils allaient dire en bout de ligne dans leur rapport. C'est une situation qui est absolument scandaleuse, à mon avis. Autrefois, évidemment, on créait des commissions à l'époque de Jean Lesage, à l'époque de René Lévesque. On créait des commissions, mais c'était avec une volonté de régler un problème. Il fallait qu'on aille un constat de base, pas simplement de dire que c'est un faux problème, que c'est un problème qui est inventé. Et là, parce que le débat devient difficile politiquement, créer une commission pour contenter les gens. Bref, on espère aujourd'hui qu'avec le gouvernement du Parti québécois, avec la Charte des valeurs québécoises, que le débat va enfin aboutir sur quelque chose de tangible. Une charte qui n'est pas la fin de toutes les luttes, c'est une étape dans un grand processus, mais elle est tout autant, je dirais, nécessaire que insuffisante. Insuffisante car elle s'inscrit dans un grand processus, comme je le disais, et il y a aussi, même dans le projet actuel, des choses à bonifier. Je pense entre autres au droit de retrait. Comment, évidemment, le droit de retrait, ad vitam aeternam, pourrait, par exemple, compenser sur le fossé qui se creuse entre Montréal et les régions. Parce qu'il y a une désaffiliation identitaire de Montréal, actuellement. Puis là, même, on voit Denis Coderre, on voit que finalement, les 4 principaux candidats à la mairie, puis même, à ma connaissance, l'ensemble des candidats, à part 2 candidats marginaux, que sont Mme Patricia Tulane et M. Michel Brûlé, qui sont, à ma connaissance, les 2 seuls candidats qui appuient la charte. L'ensemble des candidats à la mairie de Montréal contestent, et certains proposent même de la contester devant les tribunaux. Donc là, en bout de ligne, un droit de retrait, qu'est-ce que ça pourrait nous donner, sinon permettre une espèce de laïcité à 2 vitesses? Il me semble que c'est quelque chose qui doit être balisé, qui doit être limité, qui doit être encadré, en tant que tel qu'il y ait une période d'adaptation. Ça va de soi, personne ne le conteste, mais que ce droit de retrait-là soit renouvelable ad vitam aeternam, il y a un problème là-dedans. J'en viens aussi aux écoles musulmanes et plus largement aux écoles confessionnelles. Il y a aussi la question il y a plusieurs écoles confessionnelles. J'ai dit musulmanes parce que je voudrais parler du cas de Mme Benhabib. Alors, vous êtes sans doute conscient que l'argent que vous avez payé pour entrer sont des sommes qui vont être consacrées à la défense de Mme Benhabib dans la poursuite qui l'oppose aux écoles musulmanes de Montréal parce qu'elle a osé dénoncer sur les ondes de Benoît Dutrisac le fait que des écoles actuellement financées à 60% par nos taxes, donc
un État que... Donc l'État encourage ces écoles-là, parce que la laïcité dans les règles, c'est bien, mais la laïcité, ça se traduit aussi par le fric, tout simplement. L'argent qu'on envoie, qu'est-ce qu'on veut subventionner, qu'est-ce qu'on veut soutenir. Donc des écoles où le voile est obligatoire à partir d'une certaine année, où les petites filles et les petits gars sont séparés pour le temps de la période du sport, et où même certaines sourates particulièrement violentes et particulièrement dégradantes figuraient sur le site Internet de la dite école, ce que Jamila a repris dans son blog et qui est également une des raisons de la poursuite. Donc des sourates sur, par exemple, la punition des infidèles, et également sur le mythe des 72 vierges que tout bon musulman va retrouver après la mort. Donc, est-ce qu'on doit financer ça? À vous de répondre. Maintenant, donc, il va falloir se serrer les coudes parce que ça pourrait être très, très dangereux pour la démocratie, pour la liberté d'expression, que ces écoles-là aient gain de cause. Pour ces écoles-là, c'est pas compliqué. On a des réseaux internationaux même. On se passe le chapeau dans les mosquées. C'est pas long qu'on est capable de payer un gros avocat. Or là, dans le cas présent, ils ont choisi nul autre que Julius Gray. Julius Gray, toujours là pour les combats antinationaux. Puis il faut bien qu'il continue à vivre avant d'être candidat du NPD à la prochaine élection. Il faut bien qu'il continue à mener ses batailles comme ça. Hein? Donc, sans plus tarder, je vous remercie donc d'être là. Je vous présente les panélistes. Nous avons donc André Gagnon, qui est éditeur au magazine Être. Nous avons Louise Mailloux, auteur du livre La laïcité, ça s'impose, et professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal. Et Mme Jamila Benhabib, prix international de la laïcité 2012, auteur, essayiste et ex-candidate du Parti québécois dans Trois-Rivières. Alors, nous allons commencer avec M. Gagnon, qui va nous livrer une performance de 15 minutes. Ensuite, Mme Mailloux. Une performance? Ben oui. Je n'ai aucun doute sur le fait que M. Gagnon est performant. Ensuite, Mme Mailloux, qui va nous parler pendant 25 minutes, et Mme Benhabib pendant 15 minutes. Et ensuite, la parole sera à vous. Alors, sans plus tarder, M. Gagnon, performez. C'est beau la jeunesse. C'est beau le dynamisme de la jeunesse. L'enthousiasme de la jeunesse. Alors, je ne m'attendais pas à commencer, mais je voudrais vous remercier quand même de m'avoir invité à prendre la parole ce soir pour aborder une question dans ce débat-là qui est à peu près absente du débat. C'est les préoccupations des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, que pour le reste de l'exposé, je vais appeler LGBT, ça va aller plus vite, mais là, je l'ai énuméré au long, par rapport aux enjeux de la laïcité. Parce qu'on parle beaucoup dans tous ces débats-là, on entend parler des minorités religieuses, des minorités ethniques, dont les droits pourraient être menacés par la laïcité, mais on parle à peu près jamais, surtout dans la bouche de ceux qui se disent inclusifs, des minorités sexuelles. C'est peut-être pas une grande surprise qu'on n'en parle pas, parce que c'est assez souvent très difficile de concilier les deux. Concilier les droits, les intérêts des minorités sexuelles avec celles de certaines minorités religieuses. Et pourtant, s'il y a une communauté qui est interpellée par les enjeux de la laïcité, surtout dans le contexte de la montée des intégrismes, c'est bien les LGBT. Parce que pour nous, s'il n'y avait pas de laïcité, on n'aurait tout simplement aucun droit. Ça, il faut bien le réaliser. Je pense que vous devez être assez conscient, mais je vais me permettre de faire un petit rappel historique de l'oppression qu'ont connue les minorités sexuelles à travers toute l'histoire depuis l'époque du triomphe des monothéismes et de leur imposition comme religion d'État. L'homosexualité, le transsexualisme a été condamné dans toutes les principales religions sur la planète. Si on va aux origines de notre civilisation ici, dans l'Occident chrétien, au moment où a débuté la conquête des Amériques par les Européens, il y avait l'Inquisition catholique et nous, on alimentait les bûchers de l'Inquisition. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'en anglais, le terme péjoratif pour les homosexuels, c'est fag. Si vous connaissez l'origine, ça vient de faggot, ça vient de fagot. C'était les fagots avec lesquels on allumait les bûchers.
Alors, l'homophobie a traversé l'océan avec les évangélisateurs et c'est eux qui l'ont amené ici en terre québécoise. Puis elle a été imposée aux Premières Nations par la force de sa majesté très chrétienne. Parce qu'il faut savoir que les Premières Nations du Québec et du Canada ne connaissaient pas l'homophobie. Au contraire, si vous connaissez un peu l'histoire, les Français appelaient ça les berdaches. Les Premières Nations honoraient ce qu'ils appelaient les êtres bispirituels. Et c'était au grand scandale des évangélisateurs et des colonisateurs que les Premières Nations n'avaient aucun préjugé face aux minorités sexuelles. Au contraire, souvent, ce qu'on appelait les berdaches devenaient les chamans et étaient des personnes respectées parce qu'on disait qu'elles avaient accès aux deux esprits, autant le féminin que le masculin. La répression de l'homosexualité a existé de toute l'époque coloniale, que ce soit française ou anglaise, et c'est juste arrivé à la Révolution tranquille, à la faveur de la laïcisation de la société, que là, les portes des placards ont commencé à s'ouvrir. C'est pas une grande surprise qu'il est revenu à Pierre-Éliott Trudeau, qui, avec son équipe de Cité Libre, étaient quand même des gens qui étaient anticléricaux, d'avoir été celui qui a dit que l'État n'avait rien à voir dans les chambres à coucher de la nation. Et qui, je regardais aujourd'hui l'extrait vidéo du débat de 1968, a dit qu'il fallait que ce qui était un péché ne soit plus dans le code criminel. Et c'est ce qui a permis, avec le Bill Omnibus en 1969, de décriminaliser l'homosexualité, qui a ouvert la porte à la reconnaissance de nos droits. Alors, c'est sûr qu'il y a un lien dès le départ avec le mouvement de laïcisation entrepris au Québec. L'autre étape importante, sans grande surprise, ça a été l'ajout à la Charte québécoise des droits et libertés par le gouvernement de René Lévesque de l'interdit de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle en 1977. Et c'est certainement pas un hasard si c'est le même gouvernement qui a mis fin à la prière à l'Assemblée nationale. C'est dans une même logique de poursuivre la laïcisation. D'ailleurs, une fois que cet acquis-là a été obtenu, la première grande bataille que la communauté GLBT a eu à mener par son association représentative, l'Association pour la défense des droits des gays du Québec, ça a été contre la Commission des écoles catholiques de Montréal, qui refusait de lui louer des salles pour tenir des activités. Une bataille qui a été gagnée grâce à l'amendement qui avait été fait à la Charte. Par la suite, on a eu, avec le retour du Parti québécois au pouvoir, une autre grande phase de reconnaissance de nos droits, à partir de 1996 jusqu'à 2002, avec la reconnaissance, tout d'abord, des avantages pour les conjointes de même sexe, puis la reconnaissance des couples de même sexe, et finalement, en 2002, la reconnaissance de l'établissement de l'union civile et des nouvelles règles de filiation homoparentale. Et dans toutes ces batailles-là, si vous regardez qui s'y opposait, c'était constamment l'Église catholique et les différentes églises qui s'opposaient à l'obtention, à l'élargissement de ces droits-là. Et c'est sûrement pas aussi un hasard que le même gouvernement qui a fait ça, c'est le même gouvernement qui, parallèlement, a transformé nos écoles confessionnelles en écoles avec des commissions scolaires sur une base linguistique. Et il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui vilipendent notre première ministre et qui disent que derrière le projet de la Charte des valeurs québécoises, il y a des projets racistes et xénophobes. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, qu'on soit péquiste ou pas, de reconnaître que s'il n'avait été de Pauline Marois et du tour de force qu'elle a fait, de réussir à faire amender la Constitution canadienne pour transformer les commissions scolaires de confessionnelles à linguistiques, on serait probablement encore aujourd'hui dans le merdier que sont les Ontariens, où on se demande encore dans les écoles catholiques s'il devrait y avoir des groupes pour combattre l'homophobie, parce que c'est contre la religion catholique. Alors, parallèlement, il y a eu aussi les efforts qui ont été faits par la communauté, par un militant de longue date, entre autres Michael Hendricks et son conjoint, pour obtenir le mariage
pour les couples de même sexe. Et encore une fois, jusqu'en cour d'appel, il a fallu se battre contre la Ligue catholique des droits de l'homme, assez pathétiquement nommée, et qui s'opposait au droit égal au mariage. Dans la même période, sur la scène fédérale, il y a eu 2 lois qui ont été importantes, qui ont été adoptées, et où à chaque fois, il y a eu des accommodements religieux. La loi, tout d'abord, sur la propagande haineuse, qui a été modifiée en 2004, et où on a ajouté, d'une part, comme groupe identifiable, comme élément pour un groupe identifiable l'orientation sexuelle, mais du même coup, une fois qu'on disait qu'on ne pouvait pas faire la propagande haineuse contre les LGBT, on a modifié l'article suivant, l'article 319, pour dire que, sauf si ça se faisait sur la base d'un texte religieux. Alors, ça met maintenant à l'abri les religions de toute poursuite pour leur discours haineux contre les minorités sexuelles. L'autre exception religieuse qui a été faite, ça a été quand on a modifié la définition du mariage. Là, on aurait pu faire comme en France, tout simplement décider que le mariage va être uniquement un mariage civil, c'est le seul mariage officiel, et que les religions, si on veut se marier religieusement, on peut le faire aussi. Mais on a décidé de faire une exception, d'accepter que le mariage civil puisse être célébré par les églises et qu'elle puisse être refusée aux personnes de même sexe. Alors, deux exceptions qui ont été faites, 2 accommodements qui ont été faits dans les lois et qui vont directement contre nos droits et contre notre dignité. Récemment, au Québec, suite à l'effort communautaire auquel j'ai participé, on a eu aussi l'adoption d'une politique contre l'homophobie, et où, si vous lisez le document de la Commission des droits de la personne, dès le début, on affirme que s'il y avait de l'homophobie au Québec, c'est à cause de la prégnance religieuse. Alors, ce n'est pas un mystère pour personne, le lien qu'il y a entre la religion et l'homophobie et la négation des droits des minorités sexuelles. Et si on regarde à l'échelle internationale, on voit aussi la même situation constamment. Quand la France a amené à l'initiative de Louis-Georges Jotin, l'initiateur de la Journée mondiale contre l'homophobie, une résolution pour dépénaliser l'homosexualité à l'échelle mondiale, qui s'y opposait? Le Vatican, les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, et qui ont fait une contre-résolution pour dire que ça pouvait mener à la pédophilie, etc. On regarde à l'heure actuelle sur la scène internationale, qu'on regarde la situation qui se passe en Russie, c'est un autre bel exemple où même si un État est laïque, quand un gouvernement décide de se rapprocher de son Église nationale, que les droits des gays et lesbiennes prennent la porte et on adopte des lois contre la propagande, le fait de se montrer, d'exister simplement comme couple, c'est faire de la propagande et que ça doit être banni. Alors, beaucoup de gens disent à l'heure actuelle, pour dénigrer le projet, que c'est un projet qui est là juste à cause du voile islamique, mais c'est absolument pas le fond, en tout cas, de nos préoccupations au niveau des communautés LGBT. Parce que notre lutte pour obtenir nos droits s'est faite constamment sur la base d'affirmer que l'État et la religion, c'est 2 choses, et qu'on ne doit pas nous imposer la morale religieuse, et qu'il n'y a rien de neuf dans cette bataille-là, et que ce n'est pas une question pour nous de voile islamique. On a vu très bien aussi la situation face à l'avancée de nos droits, qu'est-ce qui s'est passé au Canada. On a eu avec le Reform Party jusqu'au Parti conservateur la transformation du Parti conservateur en un parti de plus en plus fondamentaliste, et avec le premier engagement pris par Stephen Harper en 2006, qui était de revenir sur le mariage gay, ce qui a échoué à cause que son gouvernement était minoritaire, mais ce qui n'a pas empêché de couper à peu près tout ce qui existait des petites subventions aux organismes LGBT. Alors c'est sur cette base-là, évidemment, que dans notre communauté, on est extrêmement préoccupé par la montée des intégrismes et que pour nous, c'est d'autant plus important d'affirmer la laïcité et de faire en sorte que ça devienne, avec une charte de la laïcité, une loi qui soit quasi constitutionnelle, avec toutes les caractéristiques qu'on connaît sur lesquelles je pense que je n'ai pas besoin de revenir.
On parle beaucoup, évidemment, dans le débat, du port de signes religieux. Puis on invoque le droit au travail de tel ou tel groupe qui pourrait être lésé si on empêchait le port de signes religieux. Et je pense que pour nous, la question qui nous importe bien davantage, c'est le devoir des employés de l'État. Est-ce que, déjà, nous, on doit vivre avec la liberté des religions de cracher leur venin sur nous à longueur d'année? Est-ce qu'en plus de ça, quand on va dans les services publics, on devrait endurer qu'on nous affiche ces mêmes religions-là, qui nous méprisent et qui nous refusent nos droits? Alors, pour nous, il y a aussi un devoir qui est le devoir de l'employé de l'État. On essaie de nous faire croire qu'il va y avoir, que malgré les signes, les employés il va y avoir du professionnalisme. Personnellement, là, bien sincèrement, vous me permettrez d'en douter. Tant il y a aussi longtemps qu'il y a eu des commissions scolaires catholiques, moi, je n'ai jamais vu une commission scolaire catholique lutter contre l'homophobie. Et pourtant, ça faisait 20 ans que la discrimination était interdite quand les commissions scolaires catholiques ou protestantes ont été abolies. Alors, le professionnalisme, là, d'une personne qui est intégriste puis qui veut absolument montrer ses convictions religieuses qui sont contre beaucoup de droits qui sont reconnus dans nos lois et dans nos chartes, vous me permettez, et c'est un euphémisme, d'en douter. Et on dit, s'il n'y avait pas de signe, ce serait pire parce qu'on ne saurait pas qu'est-ce qu'ils pensent. Non, je pense que s'il n'y a pas de signe religieux d'affiché, ça renforce le message du devoir de réserve et ça rappelle aux gens qui sont au service de l'État qu'ils ont à respecter les droits qui sont reconnus dans nos lois, dans nos chartes, et non pas de faire valoir leurs opinions personnelles. Prenons par exemple dans les écoles, on parle beaucoup de la lutte contre l'intimidation à l'heure actuelle. Quelle crédibilité a une enseignante musulmane ou un enseignant catholique qui prêche que l'homosexualité c'est une abomination, de venir dire, dis pas fif tapette, dis-lui qu'il est abominable. Hein? C'est bien mieux, ça c'est un texte sacré, hein? mais dis pas fif tapette par exemple. Alors, c'est quoi la crédibilité? Quand on regarde dans les partisans de la laïcité ouverte, on voit qu'il y a un renoncement total à questionner les religions. On considère les religions comme si elles étaient absolument neutres, des religions d'amour et de paix, une vision que moi je trouve de passe-partout. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a plein de petits amis. Et c'est exactement le genre de réponse que j'ai eu quand j'avais interviewé la ministre Veil qui venait d'annoncer la politique contre l'homophobie. Je lui avais demandé, est-ce que vous pensez que vous allez avoir des problèmes avec les différentes églises, religions? Elle m'a dit, absolument pas. Ça, c'est absolument de l'angélisme. Vous alliez sur Internet et tous les sites religieux dénonçaient cette nouvelle politique. Et on a aussi les inclusifs, les soi-disant inclusifs, qui nous parlent toujours des minorités ethniques, des minorités religieuses, mais qui n'ont jamais un mot à dire sur les minorités sexuelles, ou des préférables qui ne disent rien, parce que quand ils disent des choses, c'est pour dire des imbécilités. Parce qu'évidemment, les deux sont difficiles à concilier, et moi, je les soupçonne de jamais parler des minorités sexuelles pour ne pas ameuter leurs amis intégristes. Prenons l'exemple de Françoise David. Je lisais une déclaration qu'elle avait faite en 2006 à propos de la montée des intégrismes, mais elle parlait de qui étaient les victimes de l'intégrisme. Mais savez-vous, c'est quoi le seul groupe qu'elle avait oublié? Les LGBT. Et pourtant, à la même période où elle émettait sa déclaration, le gouvernement Harper annonçait qu'il était pour revenir sur le mariage gay. Vous regardez le document Laïcité féministe de la FFQ. Dans le beau féminisme de la FFQ, on ne parle jamais comment la laïcité a donné des droits aux lesbiennes, aux bi, aux trans. Vous regardez les déclarations du Québec pluraliste qui datent de quelques années, du Québec inclusif. Jamais on existe, jamais on est là. Ils m'ont entendu, dans le projet de loi de Québec solidaire, on parle quelque part, quand on parle des accommodements, on donne l'exemple, on ne devrait pas pouvoir discriminer quelqu'un sur la base d'un groupe identifiable. Le seul gros problème, et Françoise David est obligée de l'admettre le 20 octobre, c'est que l'accommodement qui permet, le plus gros accommodement, il est dans le code criminel. C'est celui qui permet de faire de la propagande haineuse à longueur d'année contre nous, puis de nous nier notre dignité et dire qu'on est une abomination. Arrêtez-vous 2 minutes là-dessus. Nous, on doit vivre constamment
avec toléré que les religieux puissent dire notre existence est une abomination. Et après, ces gens-là vont venir dire que le fait qu'ils ne puissent pas porter leur symbole religieux, c'est une grave atteinte à leurs droits. Cherchons l'équilibre entre les deux. Dans le même ordre d'idée, dans le même débat, il y avait une féministe musulmane que j'étais allé pour interviewer, une amie de Jamila, Asma Ibn Zahir, n'est-ce pas? Et qui, elle, m'a répondu, je voulais lui demander justement, vous êtes féministe, les féministes ont toujours été avec le mouvement de libération gay, où vous vous situez? Évidemment, j'ai eu droit à du patinage artistique, parce que, évidemment, comment peut-on être une féministe musulmane et dire qu'on est pour l'homosexualité, pour les droits LGBT, on ne peut pas dire ça. Mais la dame, elle avait fait une belle présentation en disant que le débat actuel l'amenait à se poser des questions, qu'elle avait été souverainiste, puis que maintenant, elle ne voyait pas, elle avait changé un peu d'opinion avec ce qu'elle voyait, tout ça. Je lui ai rappelé ce que j'avais entendu, je vais terminer là-dessus. Suite au référendum de 1995, c'est le 18e anniversaire ce soir, j'avais vu à la télé un militant gay de l'Université Concordia qui était allé manifester avec Jean Chrétien lors du célèbre Love-In, et je lui avais demandé qu'est-ce qu'il était allé faire là. Et il m'avait répondu, « Ah, si le Québec devient indépendant, ça va être un pays raciste, fasciste, etc. » OK, elle reste sur l'image. 18 ans plus tard, vous irez analyser tous les votes pris à la Chambre des communes du Canada sur les droits LGBT. 85-90% des députés du Québec, à cette époque-là, très majoritairement des députés de l'horrible Bloc québécois, ont voté en faveur. Environ 40-45% des députés du reste du Canada ont voté en faveur. Et c'est ce qui a permis que chaque fois nos droits soient reconnus. Parce qu'il y a une légère majorité, parce que massivement les députés du Québec votaient en faveur. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui voudraient nous accuser d'être racistes, xénophobes, homophobes, mais comme dit l'expression anglaise, « the proof of the pudding is in the eating ». Et ce qu'on a mangé depuis 18 ans, c'est que si les droits des LGBT ont été affirmés, c'est à cause de l'appui massif du peuple québécois. Et le Canada anglais n'a aucune leçon à nous donner de démocratie, de respect de liberté, de respect des droits. Bien au contraire. S'il y en a qui a des leçons à donner, c'est nous ici. Et on doit être très fiers comme Québécois des droits qu'on a accordés dans tout le processus de laïcisation qui font qu'aujourd'hui, on est dans la courte liste des nations du monde où les LGBT ont des droits égaux. Et ça, on veut que ça continue en affirmant la laïcité qui est la pierre d'assise qui nous permet d'avoir une reconnaissance de nos droits et qui les met à l'abri des intégrismes religieux qui ont toujours voulu nous les nier. Alors, oui, on doit se battre pour faire adopter une telle charte de la laïcité et ne jamais oublier qu'il y a un principal ennemi qui va tenter de la démolir. Il est à Ottawa, puis il se tient tranquille pour le moment. Merci, M. Gagnon. Je donne maintenant la parole à Mme Mailloux, qui d'ailleurs reprend son allocution lors du colloque de Génération nationale, et la dite allocution va également être dans le prochain livre de Mme Mailloux. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. André parlait tout à l'heure en 1997, quand Pauline Marois, alors ministre de l'Éducation, quand les commissions scolaires ont été déconfessionnalisées. En 2005-2008, quand on a mis fin à l'enseignement confessionnel dans les écoles. Bon, alors, il y a toute une bataille qui s'est menée.
Et ça fait à peine 5 ans de ça, 7 ans de ça, et déjà, je pense que la situation a changé. C'est-à-dire qu'avec le projet de charte des valeurs québécoises, il y a d'autres enjeux maintenant qui apparaissent. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ce soir. Et d'autres enjeux qui fait que il y a eu depuis le dépôt de ce projet de charte et même ce qui a précédé ce dépôt-là, on a assisté à une espèce de tsunami, une pluie incroyable d'insultes et de hargnes de la part de certaines élites. Alors, ce qui n'avait pas été le cas donc à la fin des années 90, quand on a déconfessionnalisé les écoles. Alors, j'essaie de me pencher là-dessus et d'expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qui a changé et comment ça se fait. Le projet de loi sur la Charte des valeurs québécoises n'était pas encore déposé que déjà il suscitait d'innombrables critiques, des commentaires parfois hargneux quand ce n'était pas carrément des insultes. Atteinte aux droits fondamentaux, négation de la liberté de religion, exclusion des minorités, catho-laïcité, exclusion ciblée des femmes voilées, nationalisme ethnique, lepénisme, racisme, xénophobie, islamophobie et quoi d'autre encore. Ah oui, ignorant, comme l'a affirmé Richard Desjardins en parlant des gens des régions. S'est joint à ce cortège d'injures l'ensemble de la classe politique. Philippe Couillard s'indignant de l'exclusion de ceux qui votent majoritairement pour lui, Nathalie Roy de la CAQ qui critique le projet avec son galon à mesurer, Françoise David qui, sans surprise, parle d'exclusion à l'emploi des femmes voilées alors que leurs maris barbus vont pouvoir travailler, Justin Trudeau qui, en bon fils du père, a comparé cette charte des valeurs à la ségrégation des Noirs américains dans les années 60 et qui se dit maintenant prêt à la contester devant les tribunaux. Thomas Mulcair disant se porter à la défense de ceux que l'on veut priver d'emploi et pour lesquels le NPD offre les services du très à gauche Julius Gray pour contester ce projet de charte devant les tribunaux. Ce même NPD qui a salué l'hiver dernier l'autorisation du port du niqab dans les cours de justice. Maria Mourani, l'excommuniée, qui accuse le projet de charte de verser dans le nationalisme ethnique. Madame Mourani est d'ailleurs en voie d'être canonisée pour sa défense des femmes voilées. Et comment oublier les ministres Lebel et Kenney du gouvernement Harper, qui, moins d'une heure après le dépôt de la charte, brandissaient déjà la charte canadienne comme chien de garde des libertés fondamentales de tous les Canadiens, se disant prêts à amener le Québec en Cour suprême, s'il le faut. Même le gouvernement ontarien s'est prononcé contre ce projet du PQ qui, dit-on, va faire mal paraître le Canada à l'étranger. À la voix des politiciens s'est joint celle des journalistes qui, dès les premières fuites du projet de loi, avant même d'en connaître la teneur exacte, ont commencé à le conspuer. Radio-Canada et le journal La Presse en tête, dont le parti pris manifeste illustrait à merveille ce que l'on apprend aux étudiants dans les cégeps et les universités, à savoir que les médias, qu'ils soient privés ou publics, sont au service de la classe dominante. Doit-on s'étonner que l'un des premiers invités à qui Radio-Canada a donné la parole ait été Charles Taylor, un ardent fédéraliste, ex-candidat du NPD et farouche défenseur du multiculturalisme, appelé en renfort pour intimider les Québécois et démolir ce projet de charte, allant même jusqu'à le comparer aux lois liberticides de Poutine vis-à-vis les homosexuels. Ajoutant même que l'interdiction des signes religieux a donné des ailes à la campagne de Marine Le Pen en France. A-t-on vu plus grande sagesse que cette déclaration fielleuse, du bonbon pour les médias anglophones? Puis les bien-pensants se sont à leur tour mobilisés derrière un manifeste à signer pour ceux qui excluent l'exclusion, sans compter le nouveau regroupement des souverainistes inclusifs qui inclut l'inclusion pour un Québec indépendant. Un Québec où, en septembre, nous avons eu droit à une grande démonstration de la présence de l'islam à Montréal. Du jamais vu. Des milliers de musulmans qui manifestaient leur opposition à la charte dans les rues de Montréal. Des milliers de femmes et même de fillettes voilées, quelques-unes niqabées, pour renforcer l'inclusion, alors que certains hommes faisaient la prière dans les parcs. Qui a dit que le Québec était arriéré? Ne sommes-nous pas ici au même diapason que Londres et Paris? Comment comprendre qu'un projet de loi sur la laïcité, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, puisse provoquer une pareille levée de boucliers et une telle unanimité chez les politiciens du Québec et d'Ottawa, chez les journalistes, chez les intellectuels et chez les musulmans?
Comment expliquer ce puissant tir d'artillerie groupé contre le projet du PQ qui veut affirmer, comme bien d'autres pays l'ont fait avant nous, la neutralité de nos institutions publiques et interdire le port de signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État durant ses heures de travail? Comment expliquer que ces exigences pourtant très raisonnables fassent de nous des racistes et des islamophobes? Comment expliquer que nos élites politiques, médiatiques et académiques s'activent depuis plusieurs semaines de tous bords et de tous côtés et qu'ils paniquent comme si nous étions à la veille d'un prochain référendum? Souvenez-vous, en 1973, on nous avait dit que les camions de la Brinks s'en iraient à Toronto si un parti indépendantiste prenait le pouvoir à Québec. Et là, on nous refait le coup en disant que ce sont des immigrants qualifiés qui vont quitter pour Toronto. La France, qui interdit le port de signes religieux ostentatoires pour son personnel depuis 1905 et depuis 2004 chez les élèves des lycées, avec en 2010 l'interdiction du niqab dans tous les lieux publics, cette France maudite est le pays d'Europe qui compte la plus importante population de musulmans, probablement parce que c'est trop loin de Toronto. Dans les dernières décennies, le Québec a connu des avancées importantes en matière de laïcité qui ont mené en 2008 à la déconfessionnalisation de son système scolaire. La chose n'a pas été facile, ce n'est jamais facile lorsqu'il s'agit de religion. Mais l'opposition à cette démarche n'a été en rien comparable au tsunami qui se produit dans le cas présent. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, le combat laïque s'est toujours mené par rapport aux catholiques et aux protestants. Nous étions alors face à une religion catholique qui était institutionnalisée, bien ancrée dans toutes les sphères de la société et dont l'autorité cléricale jouissait de l'appui du pouvoir politique. D'ailleurs, le crucifix à l'Assemblée nationale en est un symbole éloquent. Une religion en contrôle sur ses oies et qui exerçait son emprise sur toute la nation canadienne-française. Nous étions, pour ainsi dire, entre nous, à une époque où dire « nous » n'était pas encore un péché. Les Québécois ont finalement réussi à éloigner leur religion de la politique, réussi à laïciser leurs institutions publiques et à privatiser en quelque sorte leur religion, au point où de se référer à Dieu pour savoir quoi manger et comment s'habiller n'a plus aucun sens aujourd'hui, tellement que ça nous paraît tout le contraire de la liberté. Le Québec s'est sécularisé et laïcisé, il s'est affranchi de l'autorité cléricale. Et dans la foulée de Vatican II, les catholiques ont eux-mêmes abandonné leur habit religieux pour mieux s'intégrer à la population. Cela s'appelle la modernité. Mais voilà que depuis quelques décennies, une immigration de confession musulmane, à ne pas confondre avec tous les immigrants, pour qui la laïcité est une hérésie, vient bousculer cette sécularisation et par le voile des femmes, donner de la visibilité à l'islam et aux religieux, tout en refusant de respecter la laïcité de nos institutions publiques. C'est à cela principalement que le projet de Charte des valeurs québécoises réagit. Stopper l'offensive du religieux, particulièrement celle de l'islam, qui pénètre progressivement nos institutions publiques afin de préserver les acquis d'une laïcité de plus en plus fragilisée et menacée. Mais aujourd'hui, en activant le dossier de la laïcité, le gouvernement confronte du même coup, qu'il le veuille ou non, 3 nouveaux fronts de résistance qui n'étaient pas visés dans le cas des catholiques. 3 fronts, soit celui du multiculturalisme, celui de l'islamisme et celui de l'interreligieux. Toute une commande. Commençons par examiner le premier front, l'idéologie multiculturaliste. Elle est partout, en Europe, au Canada et bien sûr au Québec. Et partout, elle a pour fonction principale de neutraliser toute légitimité nationale. Le multiculturalisme a été inventé pour détruire la nation, qui représente un lieu de résistance collective, un creuset de l'identité, un lieu de convergence sociale, politique, culturelle et historique face au rouleau compresseur du capital financier et de la mondialisation. Le multiculturalisme, c'est l'idéologie du néolibéralisme et au Canada, ce multiculturalisme est utilisé pour contester la légitimité de la nation québécoise. Comment opère-t-il, ou si vous préférez, comment s'y prend-on pour tuer une nation? D'abord, il faut dépolitiser l'État en affaiblissant sa légitimité politique. C'est la condition première.
limiter le plus possible son pouvoir en le remettant dans les mains des juges. Ainsi, avec la Charte canadienne des droits et libertés, qui a une valeur constitutionnelle, on oblige les politiciens qui sont des élus d'être à la remorque des juges que personne n'a élus. C'est ce qu'on appelle la judiciarisation du politique, rendre en quelque sorte les décisions des politiciens redevables devant les tribunaux. Pourquoi croyez-vous que messieurs Bouchard et Taylor, Justin Trudeau, Stephen Harper, Philippe Couillard, Thomas Mulcair et le Manifeste pour un Québec inclusif insistent tant sur le recours à la Charte canadienne? Et que penser de l'avis de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, appuyée par sa cousine, la Ligue des droits et libertés, qui, dans le plus grand mépris de la démocratie, défend le gouvernement des juges contre la souveraineté populaire, préférant la décision de 9 juges de la Cour suprême, 9 juges nommés par le gouvernement fédéral, à celle de nos élus à l'Assemblée nationale. Deuxième condition pour détruire une nation, contester sa légitimité en la transformant en simple majorité historique. C'est le tour de passe-passe que l'on retrouve dans le rapport Bouchard-Taylor. Une majorité ethno-culturelle et historique dont les normes et les valeurs ne sont pas neutres, puisqu'elles sont celles de la majorité, celles d'une majorité tyrannique à l'endroit des minorités. Dans l'esprit de ceux qui défendent le multiculturalisme, il faut donc s'en remettre aux chartes, plutôt qu'aux représentants de la nation, pour garantir le respect des droits fondamentaux. Il s'agit ultimement de remplacer une culture nationale par une culture des droits. Dans le rapport Bouchard-Taylor, il est écrit « Dès qu'il est question de définir des droits fondamentaux, il est imprudent de confier à la majorité ce pouvoir sur les minorités. » Plus récemment, Charles Taylor disait sur les ondes de Radio-Canada « C'est un nous qui s'affirme aux dépens d'une minorité. » Et Gérard Bouchard ajoutait pour sa part qu'on ne peut pas confier la gestion des droits fondamentaux aux humeurs de la majorité. Dans le Manifeste des inclusifs, on peut aussi y lire, en fait, l'essence même de toute charte des droits est d'assurer le respect des droits des minorités vulnérables à l'encontre des dictats de la majorité. Du point de vue de ces intellectuels, l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une valeur cardinale du projet péquiste, serait donc une valeur faussement universelle, une valeur partiale, colonialiste et discriminatoire à l'endroit des minorités. Ce point de vue est rarement exprimé ouvertement, mais il n'en domine pas moins le discours de bon nombre d'universitaires qui profitent des généreuses subventions du fédéral pour leur chaire de recherche du Canada. On retrouve également ce point de vue qui n'est jamais exprimé publiquement chez Québec solidaire, la Fédération des femmes du Québec, ainsi qu'à la Ligue des droits et libertés. Troisième condition pour casser une nation, le primat de l'individu sur l'État. Retirer à l'État toute légitimité pour définir un horizon de valeurs et proposer des valeurs collectives, une espèce de bien commun qui ferait consensus dans la population. Affirmer que seul l'individu est souverain et que l'État n'a donc pas à s'immiscer dans la vie des gens et que s'il le faisait en interdisant par exemple le port de signes religieux pour ses employés, ce serait du totalitarisme. C'est le Poutine de Charles Taylor, une Poutine dont raffolent bien des jeunes. Les droits individuels doivent donc avoir préséance sur les droits collectifs, la tyrannie d'un seul contre tous, protégée par les chartes. Le corollaire de tout cela, c'est le cul-de-sac relativiste sur le plan des valeurs. Dépolitiser l'éthique et rendre tout acceptable sous prétexte que seul l'individu peut juger de ce qui est mieux. C'est mettre sur le même pied le hijab, le niqab et la casquette. Afficher Allah ou Nike, c'est du pareil au même. Interdit de juger, interdit de penser, ce serait faire preuve d'ethnocentrisme. L'État doit être minimal, insignifiant, procédural et n'avoir comme unique souci que la cohésion sociale. Quatrième condition pour tuer une nation, dépolitiser la religion. Ne faire de celle-ci qu'une simple croyance personnelle, sans aucune ambition prosélyte. Une croyance ayant renoncé à s'imposer, une croyance délestée de toute prétention politique et de tout intégrisme, une croyance inoffensive, n'ayant plus rien de menaçant. Alors pourquoi les employés de l'État ne pourraient-ils pas porter des signes religieux? Mais dites-moi alors pourquoi ce même employé est prêt à se rendre jusqu'en Cour suprême et faire de la politique avec sa religion si personnelle.
Ici, on se sert de la religion pour imposer le multiculturalisme au Québec. C'est d'ailleurs une thèse défendue par l'historienne Lucia Ferretti. Primauté du juridique sur le politique, primauté des chartes, primauté de l'individu sur l'État, primauté des droits individuels sur les droits collectifs, relativisme des valeurs et dépolitisation de la religion, le multiculturalisme, c'est tout cela. Avec ce projet de charte des valeurs québécoises, le gouvernement péquiste ébranle directement les assises du multiculturalisme et il renverse complètement la vapeur en affirmant d'abord la primauté du politique sur le juridique. Nous sommes en présence d'un gouvernement qui, contrairement au Parti libéral et à Québec solidaire, un gouvernement qui refuse d'être à la remorque du juridique et qui, en proposant des orientations et des règles claires en matière de laïcité, assume sa légitimité politique. En faisant cela, ce gouvernement nous redonne la confiance de pouvoir décider de notre avenir et transforme par le fait même cette majorité historique à laquelle les multiculturalistes veulent nous ravaler en une nation qui recommence à respirer. En affirmant la neutralité de l'État et l'égalité entre les hommes et les femmes comme étant des valeurs cardinales de ce projet de loi, ce gouvernement nous sort aussi du relativisme où tout se vaut et nous propose un horizon de valeurs dans lequel il y a des choses qui valent plus que d'autres et sur lesquelles nous souhaitons bâtir l'avenir. Ce projet de loi va bien au-delà de la laïcité et c'est la raison pour laquelle il suscite autant d'attaques vicieuses, de railleries et de virulence. J'en arrive maintenant au deuxième front de résistance à ce projet de charte, l'islamisme. À Montréal, 2 événements organisés par des islamistes ont retenu l'attention des médias. D'abord en septembre, celui de la conférence Indépendance, où l'on a invité des prédicateurs islamistes pour convaincre les jeunes filles de porter le voile, et les manifestations à Montréal et à Québec, la dernière en date est celle de dimanche, à laquelle assistait Amir Kadir, pour s'opposer au projet de loi du PQ et défendre le port du voile dans les institutions publiques. Ce voile n'est pas une casquette, c'est un signe politique. C'est le drapeau d'un islam qui se veut conquérant, celui d'un islam qui veut imposer la charia en Occident et dont les femmes voilées se font le fier commanditaire. C'est aussi un symbole sexiste qui transforme les femmes en objets sexuels que l'on doit soustraire au regard de tous les hommes avec qui elles pourraient avoir des relations sexuelles. C'est le symbole de toutes les pesanteurs claniques et patriarcales qui refusent aux femmes le contrôle de leur propre corps et les enferment dans leur communauté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une femme musulmane ne peut épouser un non-musulman. La femme musulmane a pour vocation principale de produire des musulmans, et ce voile sert principalement à les isoler. Qu'ils soient portés librement ou non, ne change rien au fait que l'on nie à ces femmes toute liberté sexuelle. À la mosquée Assouna, rue Hutchison à Montréal, où enseigne Adil Sharkawi, l'un des organisateurs des manifestations anti-charte, voici ce que l'on pouvait lire jusqu'à tout récemment sur leur site qu'ils ont décidé de fermer. La lutte que doit mener chaque musulman et musulmane contre l'immoralité et les tentations de la société où il vit consiste à se tenir bien vigilant, surtout en été, en ayant les yeux sous contrôle. Par ailleurs, il incombe à la femme musulmane de rester dans son foyer et de n'en sortir qu'en cas d'un besoin pressant. Dans le cas où elle est contrainte de sortir, elle doit respecter certaines règles. Parmi elles, le port du hijab légal, ne pas se mêler aux hommes et ne pas se parfumer en sortant. Que d'énergie pour amener les filles à se voiler. Pour les islamistes, faire accepter ce voile dans nos institutions publiques constitue un pas décisif dans la progression de l'islamisation de notre société. Rien que cela devrait nous convaincre de l'urgence de disqualifier ce voile pour tous les employés de l'État. Quant à prétendre qu'il est essentiel à la pratique de sa religion, ceci n'est qu'un pieux mensonge pour nous distraire de sa véritable fonction. Le troisième front de résistance est celui de l'interreligieux. À la fin septembre, les évêques du Québec se sont prononcés contre le projet de charte des valeurs québécoises, bien qu'ils ne s'opposent pas au retrait du crucifix de à l'Assemblée nationale.
Avant eux, le Bnebrit et le Conseil musulman de Montréal, dont le président Salam Al-Maniaoui, organisateur des récents événements à Montréal, ayant aussi milité pour instaurer un conseil de la charia au Québec en 2004, se sont dit prêts à se rendre jusqu'en Cour suprême, s'il le faut. Le 15 octobre dernier, 38 responsables de congrégations religieuses chrétiennes se sont prononcés contre l'interdiction du port de signes religieux dans les garderies, les écoles, les institutions de santé et celles des services sociaux. Rien de bien étonnant. Lorsque les religions sont écartées du pouvoir politique, elles s'appuient mutuellement et se liguent contre la laïcité. On appelle cela le dialogue interreligieux. Fort heureusement, ces derniers temps, des voix en faveur du projet de charte se sont fait entendre à travers le mouvement des Jeannettes, auquel Jamila et moi appartenons, et celui du Rassemblement pour la laïcité. Samedi dernier, nous étions 20 000 citoyennes et citoyens du Québec à braver le froid et la pluie, des milliers de femmes et d'hommes qui se sont joints à Mme Jeannette Bertrand et aux nombreuses personnalités publiques qui l'accompagnaient. Nous étions 20 000 Québécois à marcher dans les rues de Montréal pour exprimer notre appui à ce projet de charte des valeurs québécoises. Un appui massif à la laïcité et à l'égalité des sexes qui tombe pile après la banalisation du voile par messieurs Parizeau, Bouchard et Landry, sans compter la récente proposition de Québec solidaire qui reprend exactement les recommandations du rapport Bouchard-Taylor, voulant autoriser le port de signes religieux aux enseignants, aux fonctionnaires, aux professionnels de la santé et à tous les autres agents de l'État, pour ne l'interdire qu'aux personnes ayant des rôles coercitifs, comme par exemple les juges et les policiers. En voulant légiférer sur la laïcité, le PQ a réveillé d'autres démons et doit maintenant faire face à un feu nourri digne d'une période référendaire. Parce que ce que l'on craint le plus à Ottawa et chez les fédéralistes du Québec, ce n'est pas la laïcité. Ce n'est pas non plus l'interdiction de signes religieux. Ce que l'on craint le plus, c'est qu'un peuple se redécouvre une identité, qu'un peuple se redécouvre une fierté, que la nation se réveille, qu'elle se lève et qu'elle se remette à vouloir un pays. Voilà de quoi ils ont peur. Voilà pourquoi ils paniquent et s'excitent, nous menacent et nous insultent. Dans la population francophone, l'appui au projet de loi est majoritaire. C'est pourquoi l'industrie du multiculturalisme s'est mise en mode action. Ce n'est pas le temps de nous diviser, mais plutôt celui de serrer les rangs derrière ce projet de loi, même s'il comporte des imperfections. Pour la laïcité, bien sûr, mais aussi parce que l'enjeu va bien au-delà. Les Québécois ont le droit de décider de leur avenir, celui d'avoir un pays comme celui de vouloir vivre dans un Québec laïque. Ne perdons pas de vue que cette charge politique est menée à l'endroit d'un parti souverainiste qui, avec ce projet de loi, ravive la flamme identitaire, au point où cette charte des valeurs québécoises est en train de devenir, bien malgré elle, le projet d'une charte pour la nation. Je vous remercie. Merci, Mme Mayou. Mme Benhabib, la parole est à vous. Merci, je vais essayer de dire quelques mots malgré la voix en fait, que j'ai perdue lors du rassemblement et de la marche de Jeannette. Alors merci à vous tous d'être là en très grand nombre. C'est très réconfortant de savoir que ce débat complexe intéresse, passionne, nous passionne. Je signale dans la salle la présence de deux rassemblements, de deux associations importantes qui sont la CNAL,
l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, donc, dont Aki je signale également la présence du Rassemblement pour la laïcité qui s'est joint à la marche des Jeannettes, dont Rhysline est la porte-parole ce soir. Il y a également, j'imagine, Pierre, toi tu dois bien être là pour les humanistes, non, j'imagine? Oui, les humanistes, et je suis aussi membre du mouvement laïque québécois. Voilà, exactement. Donc nous avons 4 associations qui sont présentes, en plus de Génération Nationale, bien entendu, avec la participation de Simon-Pierre Savard-Tremblay et de notre autre collègue ici. Je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui de partager la tribune avec 2 compagnons de route qui me sont très chers, à savoir André et Louise, en plus de Simon-Pierre que j'ai connu ces dernières années, parce que ce combat-là pour la laïcité, il a commencé il y a tout de même bien longtemps. Et le fait qu'on se soit retrouvés dans cette conjoncture particulière, je pense que c'est pas anodin. Alors, pour répondre à la question de départ, à savoir est-ce que la Charte des valeurs québécoises est pertinente, y a-t-il une justification à son existence aujourd'hui? Bien entendu. Bien entendu, pour la simple raison, peut-être, qu'il n'y a pas de déclaration formelle de la laïcité. C'est-à-dire que, bien que la société québécoise se soit sécularisée depuis la Révolution tranquille, le dernier grand pas que nous avons franchi, ça a été la déconfessionnalisation des écoles, mais malgré ça, une déclaration formelle, en bonne et due forme, eh bien, il n'en existe pas. Donc c'est pour ça que l'une des propositions de la Charte des valeurs québécoises, c'est de définir la laïcité et de l'enchasser dans la Charte des droits et libertés. En fait, ça serait un pas dans la bonne direction, ça serait un pas énorme, et donc nous aurions au moins un levier juridique sur lequel s'appuyer, si vous voulez, en cas où il y ait des demandes d'accommodement religieux. Donc ne serait-ce que pour cet élément, eh bien, il y a justification et il y a urgence. D'ailleurs, la Charte des droits et libertés, nous l'avons amendée en 2008 pour y inscrire le concept de femme, aussi bien dans le préambule que dans l'article 50, pour dire la chose suivante, qu'au Québec, eh bien, les femmes et les hommes sont égales en droit et en devoir, mais aussi en dignité. Donc on a besoin aussi d'une clarification en matière de laïcité, elle serait la bienvenue. Cela étant dit, lorsque on parle de laïcité, faut savoir de quoi on parle, de quelle laïcité s'agit-il au juste. Parce qu'on a assisté ces dernières années à une multiplication de définitions de la laïcité, à une surenchère des adjectifs. On parle de laïcité ouverte, de laïcité intelligente, de laïcité inclusive, comme si dans l'histoire de l'humanité, il y a eu à un moment donné une laïcité exclusive, ou une laïcité raciste, ou une laïcité homophobe, ou que sais-je. Et donc, on a vu apparaître donc une nouvelle sémantique concernant la laïcité, parce que, en fait, les ennemis de la laïcité se drapent dans le discours de la laïcité pour combattre la laïcité. Donc, ces gens-là n'osent pas dire qu'ils sont contre la laïcité. Donc, ils inventent une rhétorique, ils inventent une sémantique pour mieux draper, en fait, mieux faire apparaître leur combat et bien sûr créer la confusion au sein de la population. En réalité, la laïcité ouverte n'est rien d'autre qu'une forme de multiconfessionnalisation de l'espace public.
ce qui est à des années-lumière, d'abord des philosophes de la lumière, mais de ce qu'on entend avec le concept même de laïcité. La multiconfessionnalisation, ça veut dire part ouvert pratiquement à toutes les religions. Et sauf qu'au Québec, on lui a donné une coloration particulière, en ce sens qu'on dit à la religion de la majorité qu'elle n'est pas la bienvenue, mais aux religions des minorités culturelles, eh bien qu'elles ont le droit d'exister. Donc, on le voit très bien en ce qui concerne l'école, par exemple. Nous avons déconfessionnalisé l'école, mais en réalité, lorsque nous regardons de plus près, eh bien, nous nous rendons compte que finalement, nous avons déchristianisé l'école, en ce sens que nous avons aboli les symboles de la majorité, que nous avons changé le cours de la morale, mais qu'en même temps, eh bien, nous permettons la présence dans les écoles publiques déconfessionnelles du Québec, la présence de symboles des minorités religieuses. Et le premier symbole, en fait, qui a créé donc toute une saga judiciaire, ça a été bien entendu l'affaire du Kirpan, apparue dans les années 2000, mais après ça, on a vu également se multiplier le port du voile islamique chez les petites filles donc de 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors, donc, la multiconfessionnalisation de l'espace public, ça donne des choses un peu incongrues, comme au Parlement de Queen's Park, en Ontario, où les travaux parlementaires s'ouvrent avec 8 prières. Donc 8 prières pour faire référence donc, à 8 religions qui existent en Ontario. Donc on est dans la Mecque du multiculturalisme canadien où le mot donc, prend tout son sens, prend tous ses aises et s'exprime au sein de l'Assemblée législative. La laïcité, c'est surtout pas ça. La laïcité, c'est bien entendu la séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Pourquoi ? Parce que, eh bien, quand ces deux sphères-là, dans l'histoire, se sont confondues pendant de très très nombreuses années, eh bien, ça a débouché fatalement sur des guerres de religion, sur une discrimination, sur une incompréhension, sur des inégalités, sur du racisme, sur de la xénophobie, sur de l'homophobie, et ainsi de suite. Donc, c'est pour prémunir, préserver l'humanité de toutes ces dérives que les philosophes des Lumières ont inventé donc, ce concept-là de la laïcité. Donc ça partait d'un supposé humaniste qui refusait que l'on fragmente l'humanité en fonction d'appartenance ethnique et religieuse. Donc le sens de la justice, le sens de la liberté, le sens de l'égalité, il faut le comprendre eh bien, dans un mouvement très large, à savoir dans un mouvement universaliste. C'est-à-dire, je reconnais dans l'autre eh bien, la même humanité qu'il y a en moi. Donc l'autre est quelque part la continuité aussi de soi. Tout ceci, donc, pour vous dire que moi, j'ai commencé à réfléchir sur ces questions-là de séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Voilà, très très longtemps, lorsque j'habitais en Algérie, où, petite, à l'école, nous étions obligés de réciter des versets coraniques. C'était d'ailleurs l'une des premières exigences à l'école. Et moi, je ne comprenais pas très bien le but de l'exercice et l'intérêt de cette activité-là. J'avais à peine 5 ans et mes parents n'étaient pas particulièrement portés sur les dieux, ils étaient portés sur autre chose. Mais bon, donc, j'étais plutôt réfractaire à cet exercice-là, si bien que l'enseignante a décelé en moi une espèce de déficience intellectuelle très grave. Elle a convoqué mon père et s'est inquiétée,
de ma situation de pauvre petite arriérée, un petit peu malade mentale. Bon, mon père, en fait, étant un peu mon protecteur, faisant constamment le clown, voulant me protéger de tout, bon, a inventé en fait une certaine explication, voulant que comme à la maison on parlait plusieurs langues, donc des fois il y avait des fils comme ça qui se touchaient. Bon, bref, voilà. La première exigence, en fait l'une des premières exigences de la laïcité, de la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, ça a été de fonder un système éducatif basé sur la raison, basé sur les connaissances et basé sur le savoir. L'individu au centre du monde, doté d'une raison. Ça, c'est le premier postulat des Lumières qui est remis en cause lorsque le religieux prend du poil de la bête. Le deuxième, en fait, si vous voulez, choc que j'ai vu et que j'ai vu par lequel j'ai entrevu la fusion entre le religieux et le politique, ça a été en 1984, lorsqu'il y a eu le Code de la famille en Algérie, c'est-à-dire, c'est en gros définir les droits et les devoirs de l'époux et de l'épouse, donc statuer en matière du droit de la famille, et en gros, c'est vraiment les privilèges de l'homme et tous les devoirs de la femme. En gros, pour expliquer très vite, c'est exactement ça. Donc, il est mentionné, par exemple, dans ce code de la famille, que la femme a le devoir d'obéir à son mari et à ses beaux-parents, qu'elle a l'obligation de suivre en tout moment donc, son cher époux, que l'époux a la possibilité donc, de se marier avec 4 épouses, que la femme n'est pas la chef de la famille, compte tenu que bon, il y a un seul chef et c'est celui qui a un zizi, donc visiblement c'est pas elle. Bon, bref, il y a une multiplication d'inégalités, d'asymétries entre l'époux et l'épouse, compte tenu du fait que eh bien, le référent religieux sert à définir la loi. Et à chaque fois que le référent religieux est là comme source du droit, eh bien, les principales victimes sont les femmes, mais pas seulement, aussi les minorités sexuelles et les minorités religieuses. Tout ça pour vous dire que les islamistes, en Algérie comme ailleurs, comme partout ailleurs dans le monde arabe et dans le monde musulman, ils ont 2 leviers. Le premier levier, c'est le système éducatif. Et le deuxième levier, c'est le code de la famille, c'est-à-dire le statut des femmes. Et ensuite, ils s'appuient sur ces 2 leviers pour essayer de créer un rapport de force de façon à islamiser davantage et davantage la société. Ce schéma que je vous raconte, qui s'est installé en Algérie, on l'a vu s'installer partout dans le monde musulman. Je reviendrai pas sur tous les pays, mais c'est en gros ce schéma-là. Et malheureusement, les islamistes ont aussi adopté des stratégies fines, intelligentes, aussi dans les pays occidentaux. Ils ont commencé d'abord par neutraliser les contre-pouvoirs dans la société. Et neutraliser les contre-pouvoirs, ça se dirige essentiellement à l'égard de la gauche et des associations de femmes qu'ils ont infiltrées pour faire baisser leur vigilance et anéantir leur capacité de résistance. La stratégie, on la connaît très bien, c'est ce binôme absolument infernal, d'une part la victimisation et d'autre part la culpabilisation de la société d'accueil. Et on voit aujourd'hui à quel point, lorsqu'il s'agit de la Charte des valeurs québécoises, ce binôme infernal, donc victimisation, culpabilisation, marche.
et disons qu'il marche très bien, notamment au sein des médias, au sein de certaines élites. S'agissant du Québec, on voit aussi de quelle façon ces lobbies politico-religieux ont infiltré, par exemple, des partis comme Québec solidaire ou comme la Fédération des femmes du Québec, pour leur lier les mains, pour les bâillonner, pour anéantir précisément leur capacité de réaction. Il serait... bon, on n'a pas beaucoup de temps, peut-être j'y reviendrai dans le débat, mais la question essentielle qui se pose et qui m'interpelle, si vous voulez, de plus en plus, c'est que on aurait voulu, on aurait espéré que l'islam, de façon générale, en contact avec l'Occident, aurait pu s'ouvrir et se réformer et aurait pu prendre une coloration, je dirais, plutôt de modernité, de modernisation, d'ouverture, et ainsi de suite. Or, on se rend compte que, eh bien, on est très loin de ça. Non seulement on est très loin de ça, mais que les lobbies politico-religieux musulmans progressent et prospèrent très bien dans les pays occidentaux en s'appuyant sur les brèches des démocraties occidentales et qui n'ont rien à envier à des prédicateurs au Pakistan ou en Afghanistan ou partout ailleurs dans le monde musulman. D'ailleurs, je finirai là-dessus, en Europe, il y a ce qu'on appelle le Conseil de la fatwa et de la recherche. Donc en gros, c'est des bonhommes, c'est des imams, des théologiens qui se réunissent entre eux pour émettre des avis religieux sur des choses, bien entendu, extrêmement importantes. Et vous me permettrez donc de vous lire quelques extraits de ce qu'ils disent. Alors, fatwa numéro 6, voile. Nous sommes tenus de convaincre la musulmane que le fait de se couvrir la tête est une obligation religieuse. Dieu a prescrit cette tenue pudique et ce foulard pour la musulmane afin qu'elle puisse être distinguée à la non-musulmane et de la non-pratiquante. Ainsi, par sa tenue, elle donnera l'image de la femme sérieuse et honnête, qui n'est ni une séductrice ni une tentatrice, qui ne fait de tort ni par ses paroles ni par un mouvement quelconque de son corps, afin que celui dont le cœur est pervers ne puisse pas être tenté par elle. Alors, fatwa numéro 17, mariage. Rappel d'une conduite absolument illicite, à savoir le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Le musulman a en revanche le droit de convoler avec une non-musulmane. Puis bon, là on va finir quand même sur une touche rigolote, hein, parce qu'il faut rire dans la vie. Fatwa numéro 21, coiffeur. Question. La femme a-t-elle besoin de la permission de son époux si elle désire raccourcir la longueur de ses cheveux? Réponse. La femme peut se raccourcir les cheveux de façon imperceptible pour le mari. Il existe par ailleurs un autre type de raccourcissement qui modifie l'aspect de la femme et son image pour son mari. Cette coupe visible nécessite une entente préalable entre les époux avant son exécution, afin que perdure l'affection et la concorde entre les deux. Alors bon, voilà, il y a des fatwas sur le ménage et l'héritage, il y a la fatwa sur la pudeur, il y a une fatwa sur la corvée, il y a une fatwa sur le vélo. Tiens, allez, je vais vous lire celle-là, allez, en conclusion, allez, vous me permettez? Merci. Alors, question, est-il permis à la femme de monter à bicyclette? Qu'en est-il pour les filles vierges avec le risque qu'elles perdent leur virginité? Réponse. Monter à bicyclette ou conduire une voiture ou prendre tout autre moyen de locomotion est un droit reconnu en soi. Quant à l'éventualité de la perte de la virginité pour les filles vierges, il est nécessaire d'étudier la question et de connaître le degré de risque. Et si celui-ci est grand, ajoute le Conseil, il faudra interdire la bicyclette aux jeunes filles. Bon, je vais m'arrêter là.
Donc c'est le Conseil de la fatwa et de la recherche qui tout de même s'adresse aux musulmans qui habitent dans les pays occidentaux. On ne s'adresse pas aux musulmans qui habitent ici, dans les pays musulmans. Ces fatwas sont dirigées vers des musulmans qui sont citoyens de pays occidentaux. Donc c'est dire vraiment l'écart civilisationnel qui caractérise ces bons gars, hein, ces 30 bons gars, et leurs préoccupations qui sont, disons, très importantes. Merci. Merci Jémila d'avoir égayé notre soirée avec cet humour quand même noir, on l'admettra, mais de l'humour néanmoins. La parole est désormais à vous. Un instant. Il y a néanmoins quelques conditions, alors nous allons prendre par série de 3 questions et laisser les panélistes répondre. Ensuite, je demande à ce que chaque question, et je serai un tortionnaire impitoyable pour quiconque ne respectera pas ces conditions, les questions doivent être courtes, claires et respectueuses. Et je vous demande de faire travailler votre esprit de synthèse et d'éviter les récits autobiographiques ou les trop longs prologues. Alors, je vais prendre 3 mains levées. Que le meilleur gagne. Monsieur, madame, et est-ce qu'il y a une 3? Et monsieur.